Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'attachement pratique, le podcast de la communauté de co-développement des professionnels du médico-social intéressés par les applications cliniques de la théorie de l'attachement. Je m'appelle Alexandra Després, je suis docteur en psychologie et vous le savez maintenant, je suis spécialiste de l'attachement et je suis aussi la fondatrice de la communauté. Et comme promis, aujourd'hui, je souhaite vous parler du modèle dynamique et maturationnel d'attachement et d'adaptation de Patricia Crittenden. On en avait un peu parlé dans les épisodes précédents et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'approfondir un petit peu et puis de vous rendre curieux de ce modèle théorique de la théorie de l'attachement qui est beaucoup moins connu que le modèle mainstream, standard, dont on entend en général parler. Vous allez voir que c'est un modèle qui offre une autre perspective sur l'attachement, qui est assez complémentaire, en mon sens, du modèle classique et qui est beaucoup moins connu que celui de Mary Main. C'est un modèle qui a toute sa pertinence, à mon avis, en protection de l'enfance. Je voulais déjà vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022 et puis j'espère qu'elle vous apporte la santé et qu'elle vous apporte aussi de l'espoir parce que évidemment avec cette pandémie qui dure, santé et espoir, il me semble que ce sont deux choses qu'on peut souhaiter à tout le monde. Je voulais aussi prendre 2 minutes pour vous rappeler que l'actualité en ce début d'année 2022, c'est le lancement de la communauté. Alors le 13 janvier à 13h, nous avons un webinaire en ligne, en direct, où je vous présenterai comment fonctionne la communauté, mais aussi où je vous présenterai un modèle de réflexion que je suis en train de construire pour pouvoir définir et penser vos pratiques attachement informé en clinique, un modèle qui va vous permettre de fixer vos objectifs, définir les formations dont vous avez besoin, les compétences dont vous avez besoin, le niveau de prise en charge thérapeutique attachement informé que vous pouvez mettre en place, etc. Donc tout ça, ça sera pour le jeudi 13 janvier. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de revenir au sujet du jour, donc de parler du modèle de Patricia Crittenden, le modèle donc qu'on appelle le DMM en abrégé, et puis je vous mettrai plus d'informations sur le site. Alors avant tout, ce que j'aimerais, c'est vous expliquer comment je me suis intéressée au modèle de Crittenden. Donc il y a quelques années maintenant, je préparais ma recherche de thèse sur l'effet des visites parentales chez les bébés placés en pouponnière, et j'avais un outil qui était l'échelle arme des 13 bébés pour évaluer l'expérience que faisait le bébé, donc évaluer le retrait relationnel du bébé comme un indice de l'expérience difficile ou pas qu'il était en train de faire, et il me fallait de l'autre côté, un outil d'évaluation des interactions. Alors, j'avais bien l'échelle de sensibilité maternelle, mais bon, c'est bien maintenant que la sensibilité maternelle, c'est peut-être pas le facteur le plus pertinent. Ça suffit pas, en fait, pour évaluer tout ce qui se passe dans les interactions. Et du coup, je suis tombée par hasard, un peu, en fait, sur le CARE Index comme outil d'évaluation des interactions précoces. Alors le CARE Index, maintenant je suis formatrice, c'est tout récent, ça date de là, janvier, en fait je démarre ma première formation en janvier, mais le CARE Index c'est un outil d'évaluation des interactions précoces, de la synchronie dyadique, qui permet de définir des patterns interactionnels du côté du parent et des patterns interactionnels du côté de l'enfant, et puis un niveau de synchronie dyadique et de risque dans le relationnel dans la dyade en fait. Et ce CARE Index, c'est un outil qui a été construit par Patricia Crittenden. Et donc, c'est à l'occasion de ma formation à cet outil pour évaluer dans ma thèse les interactions parent-bébé que j'ai découvert le modèle de Crittenden, dont j'avais jamais entendu parler, alors que j'avais fait le DU d'attachement. Et puis, je m'étais formée au thérapie, donc j'étais déjà un petit peu avancée quand même sur mon chemin. Et pourtant, j'avais jamais entendu parler. Alors, quand j'en ai entendu parler de ce modèle, ça a été un choc en fait. Ça a été un choc parce que il me permettait de résoudre une problématique que j'avais avec le modèle ABCD, à savoir que cette catégorie de désorganisation de l'attachement, c'était une catégorie qui avait été définie par la recherche
qu'on utilisait en général en clinique, en mélangeant avec la notion de trouble de l'attachement, etc. Mais je trouvais que c'était un grand sac fourre-tout dans lequel on mettait un peu tout ce qu'on comprenait pas bien en termes d'attachement dans la clinique. Et évidemment, moi, avec mes bébés de pouponnière là que j'observais, en gros, ils étaient tous désorganisés, quoi. Alors, et ce serait étonnant que ce soit autrement que comme ça. Ils ont quand même des vies particulièrement difficiles, ces bébés-là. Donc, je me retrouvais qu'avec des bébés désorganisés. Et puis, une fois que j'avais dit ça, j'avais pas dit grand-chose. Je savais pas quoi plus apporter. Je savais pas. Oui, ça me disait que l'attachement n'était pas fonctionnel, mais quoi d'autre sur le fonctionnement de cet enfant? Par quel biais le prendre? Qu'est-ce qui allait marcher pour ce petit? Et le modèle de Crittenden, en fait, m'a apporté des réponses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Déjà, je vais vous faire un petit peu d'histoire. D'abord, qui est Patricia Crittenden? Alors, Patricia Crittenden, c'est une social worker au départ, donc c'est plutôt une assistante sociale, mais évidemment à l'américaine, donc beaucoup plus proche des psychologues qu'on ne le pense chez nous, par exemple. Et Patricia Crittenden, comme Mary Main, a été une doctorante directe de Mary Ainsworth. Elle a travaillé avec Mary Ainsworth, mais ces deux personnalités se différencient dans leur travail sur plusieurs points. Le premier, c'est que quand Mary Main a fait sa thèse, alors un peu avant Patricia Crittenden d'ailleurs, dans les années 70, sous la direction de Mary Ainsworth, cette dernière enseignait en fait à l'université de Baltimore. Et à l'époque, dans cette université, l'approche théorique qui était la plus prégnante, c'était les sciences cognitives en fait, qui étaient très très influentes. Et donc, on peut tout à fait imaginer que le travail de Mary Main sur l'attachement, sa conception, celui de Mary Ainsworth à ce moment-là aussi, dans l'encadrement de ses enseignantes de thèse, de ses étudiants de thèse, a été influencé par cette approche théorique des sciences cognitives. Patricia Crittenden a fait sa thèse plus tard, plutôt début des années 80 avec Mary Ainsworth. Elle était déjà praticienne, clinicienne en fait, elle était déjà sur le terrain et elle a fait sa thèse à l'université de Virginie. Et là, c'est plutôt le courant de la systémique familiale qui était le courant dominant. Et évidemment, ça a teinté la réflexion autour de ces travaux en fait. Alors, par ailleurs, Mary Main je suis à peu près certaine de ce que je dis, il faudrait que je vérifie, mais est exclusivement chercheuse. Donc, elle a énormément apporté, évidemment, à la théorie de l'attachement, mais elle n'a pas forcément été très impliquée dans la dimension pratico-pratique clinique de l'application de la théorie de l'attachement. C'est pas du tout le cas de Patricia Crittenden, puisque je viens de vous le dire, elle était déjà clinicienne, elle travaillait déjà sur le terrain, elle travaillait déjà avec des familles d'accueil, des enfants placés, ce qu'elle a continué à faire toute sa vie, et elle a elle-même été famille d'accueil. Donc on a quelque part une dichotomie entre ces deux modèles qui s'ancre plus dans la recherche et de donner la recherche plus fondamentale, et de l'autre côté un modèle qui a émergé plus à partir de la clinique. Donc ça ne veut pas dire qu'ils s'opposent ces deux modèles, ça veut dire qu'ils ont pris le problème par des angles différents, et que je pense que dans les prochaines années on va voir émerger une intégration entre ces deux champs de données qui sont tous les deux très riches et qui sont très complémentaires. Donc on peut dire que ces deux personnalités de l'attachement, qui sont toutes les deux de la filiation de Bowlby et Mary Ainsworth, puisque Patricia Crittenden a aussi discuté avec Bowlby, en fait n'ont pas étudié les mêmes populations. Mary Main étudiant plutôt des populations normatives en recherche, et Patricia Crittenden plutôt des populations extrêmement vulnérables et cliniques. Et en plus, elles ne les ont pas étudiées avec les mêmes références théoriques et les mêmes outils d'analyse en tête, les mêmes lunettes en quelque sorte. Et il en découle naturellement que les deux modèles diffèrent. Ils diffèrent sur un certain nombre de points, mais ils ne sont pas fondamentalement différents, mais ils permettent de réfléchir un peu autrement.
Le modèle de Marie-Men est considéré comme le modèle mainstream, c'est-à-dire le plus connu et probablement le seul connu de la plupart des cliniciens francophones actuellement. Alors, je suis en train de travailler à faire connaître le modèle de Patricia Crittenden, donc ça va changer, parce que j'ai écrit plusieurs chapitres de livres dans des livres qui arrivent là maintenant, donc ça va commencer à bouger, mais voilà, c'est quand même plutôt le modèle de Marie-Men qui est connu. Et moi, je pense quand même que ce modèle de Crittenden gagne à être connu, notamment pour les professionnels de la protection de l'enfance, très clairement. Les professionnels qui sont confrontés à des populations très traumatisées en psychiatrie, parce que ça va nous permettre de penser une complexité psychopathologique qui est importante. Alors, c'est peut-être pour moi là le moment de vous parler de la spécificité du modèle théorique d'attachement et d'adaptation de Patricia Crittenden et de voir les différents points qui le caractérisent. Alors, sachant que là, aujourd'hui, je vais vous faire vraiment quelque chose qui est du registre d'une introduction, de vous donner un peu l'envie d'aller voir, etc. Bon, d'être un peu curieux. Le problème, c'est toutes les publications sont en anglais, clairement. Il y a quelques chapitres de livres que je commence à écrire en français. Il y en a un dans la dernière édition du livre Théorie de l'attachement, théorie et application clinique de pas de Patricia Crittenden, de Nicole et Antoine Guéné. Donc ça, c'est aux éditions Masson. Donc là, j'ai fait un chapitre de résumé. Voilà. Mais sinon, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je propose une formation en ligne, 100% en ligne, à l'attachement. Et dans cette formation, c'est principalement le modèle de Patricia Crittenden, le même modèle avec lequel je vous apprends à penser la dimension de l'attachement dans votre pratique clinique. Alors, le DMM, donc le modèle de Crittenden, est basé sur le travail de théorisation de John Bowlby et de Marianne Sowers, pareil, et leur travail de théorisation. Le point de départ, le point de focus était d'étudier l'effet des séparations précoces et de la perte sur le développement de l'enfant et les comportements humains. Donc, c'est ça, au départ, c'est étudier l'effet de ce danger spécifique que sont les séparations précoces et les pertes de figures d'attachement. Alors, pour Crittenden, pour le DMM, la séparation précoce, les pertes, sont des formes particulières de danger auxquelles sont confrontés les enfants. Donc, c'est attachement pertinent, bien sûr. Et pour Patricia Crittenden, dans le DMM, fondamentalement, c'est le danger, mais tous les dangers, qui organisent les comportements humains adaptatifs. Donc, il y a plusieurs buts, en fait, à l'attachement pour Crittenden. Alors, ils y sont aussi dans la théorie mainstream. Pour ça, c'est les deux modèles se différencient pas vraiment. Le premier modèle, le premier objectif, c'est de rester en vie et de se reproduire. C'est les deux objectifs fondamentaux qui organisent, en fait, l'expérience humaine particulièrement, et ça c'est Belsky qui le dit en 2012, mais pas que, évidemment c'est pareil chez les mammifères et je dirais peut-être même chez tout le vivant. Donc la question fondamentale c'est comment rester en vie, comment se reproduire. Et il se trouve que nous les humains, et comme beaucoup de mammifères, on a recours à l'attachement pour remplir ces deux objectifs. Donc, il en résulte trois motivations profondes qui organisent nos comportements, le fait de devoir rester en vie et de se reproduire. La première, c'est qu'on a besoin de développer des stratégies pour se protéger soi-même, pour survivre. La deuxième, c'est de pouvoir protéger son partenaire sexuel et de reproduction. On a besoin de rester en lien avec un autre, puisqu'on est des individus sexués, afin de pouvoir faire émerger une nouvelle génération. Et évidemment, il va falloir protéger cette progéniture, et il faut la protéger jusqu'à ce qu'elle atteigne elle-même la maturité sexuelle, puisque le succès évolutionniste, ce n'est pas de se reproduire soi, c'est que nos enfants, se reproduisent. Donc pour Crittenden et Bowlby déjà avant elle, tous ces comportements, en fait, c'est le contexte d'évolution de l'espèce humaine, le contexte dans lequel nous nous sommes adaptés, dans lequel nous avons évolué en tant qu'espèce, et dans lequel la prédisposition génétique pour l'attachement a été sélectionnée, qui organise tout ça. Et cet environnement de départ, cet environnement, ce contexte d'évolution de notre espèce, il n'était pas sécure.
C'était pas un environnement aussi protégé et sécurisé que ce qu'on a maintenant, en tout cas dans la société occidentale. Probablement, en tout cas, certains chercheurs l'affirment. Je pourrais vous donner des références si vous voulez. Patricia Crittenden s'en saisit aussi. On est probablement à l'époque d'aujourd'hui, là en 2022, dans des sociétés les plus sécures qui n'aient jamais existé de toute l'histoire de l'espèce humaine. C'est pas notre environnement naturel. Notre environnement, c'est le danger, en fait. C'est le danger qui est normal. La sécurité, c'est en fait encore exceptionnel, même. Alors, c'est pas si exceptionnel que ça, même si on n'en a pas forcément la conscience. Nous, on n'en a pas cette impression-là dans nos sociétés, mais en Occident, c'est incroyable le degré de sécurité qu'on a. Mais si on regarde le reste du monde, il y a encore énormément de dangers auxquels les populations sont confrontées. Donc, c'est vraiment le danger qui est normal, en fait, dans l'évolution de notre espèce. C'est le danger, par conséquent, qui organise les comportements fondamentaux de survie, dont fait partie l'attachement. D'accord ? Et ça, c'est fondamentalement une différence entre les deux modèles, entre celui de Crittenden et celui de Mary Main, puisque Mary Main a plutôt conceptualisé, et tout le courant de Mary Main a plutôt conceptualisé l'attachement comme une prédisposition pour maintenir la sécurité dans des sociétés finalement assez peu mises en difficulté, puisque c'est quand même des recherches qui ont principalement porté sur la société américaine, blanche, de niveau socio-économique moyen, pendant les 30 Glorieuses. Donc c'est probablement un âge d'or, en fait, de ce qui a été observé. Ça change un peu. Mais évidemment, l'attachement, il n'a peut-être pas tout à fait la même pertinence dans des sociétés beaucoup plus soumises à des dangers. Donc, le danger, pour le DMM, c'est le danger et non pas la sécurité qui organise les comportements d'attachement. Et ça fait sens, parce que dans l'histoire de l'humanité, les parents n'ont pas été toujours disponibles, réconfortants, bienveillants. Ils étaient eux-mêmes confrontés à énormément de dangers, de défis pour la survie pour eux-mêmes et pour leurs partenaires, les guerres, les famines, les intempéries, etc. Et puis, rappelons-nous quand même que la mortalité des mamans était extrêmement importante jusqu'au siècle dernier et que beaucoup de bébés se retrouvaient orphelins de mère dès la naissance. Donc, il fallait bien qu'il y ait d'autres systèmes qui se mettent en place et que le bébé soit capable de s'adapter à beaucoup de choses. Donc, pour Crittenden, l'attachement s'est développé comme une prédisposition chez l'enfant pour déjà assurer sa propre protection à lui-même et obtenir les meilleurs soins possibles de parents qui ne sont pas toujours adéquats, voire franchement inadéquates, voire dangereux. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, l'attachement, on le voit, c'est surtout pour repenser, reconceptualiser ce que c'est que cet attachement insécure, voire désorganisé. Pourquoi ça existe ? Est-ce que c'est symptomatologique ? Est-ce que c'est une pathologie ? Parce qu'on le voit un peu partout. Moi, je le vois dans les formations, dans les articles qui émergent sur Internet, etc. Le summum en termes d'attachement, c'est d'être sécure. Alors oui, parce que c'est vrai que la recherche a montré que c'est extrêmement protecteur du développement. Donc, pourquoi pas ? Mais en même temps, si on pense que c'est quand même le danger qui est organisateur de la stratégie d'attachement, on peut du coup percevoir qu'être insécure, certes, c'est pas optimal, mais c'est la meilleure deuxième solution dans le contexte qui est celui de l'enfant en ce moment-là. Et du coup, voir l'attachement insécure comme une ressource et non pas comme un déficit me semble tout à fait intéressant d'un point de vue clinique. Alors, pour Crittenden, l'attachement, dans sa définition, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, et ça c'est comme pour le modèle de Mary Main, une relation unique, continue et signifiante, affectivement, avec une personne particulière. La maman, le papa, le conjoint quand on est adulte, des gens, des personnes spécifiques. Donc ça, ce sont les figures d'attachement. Donc l'attachement, c'est déjà cette relation qui est toujours dyadique. D'accord, on construit un attachement par personne, et donc c'est spécifique. L'attachement, la stratégie, le pattern interactionnel qui va se créer entre une personne et un enfant et entre deux personnes adultes, mais qui sont reliées entre guillemets par l'attachement, c'est unique à cette dyade-là. Et pour Crittenden, l'attachement, c'est aussi une stratégie de protection de soi-même. C'est une espèce de
d'armure en fait, d'adaptation, de moyens de se camoufler ou en tout cas de faire du mieux possible pour soi-même, d'améliorer son sort. C'est une stratégie qui permet d'obtenir les meilleurs soins possibles, la meilleure aide possible dans des contextes qui sont parfois sous-optimaux ou même carrément adverses. C'est-à-dire quand il n'y a pas de ressources dans le contexte, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour obtenir, rester en vie, faire le mieux possible et comment obtenir de l'aide d'autres adultes, d'autres humains. Alors, ces stratégies, qui sont des stratégies d'attachement, s'organisent sur la base des expériences que l'enfant va faire, des réponses qu'il va recevoir, du contexte culturel dans lequel il grandit, puisque toutes les cultures n'ont pas le même style de parentage, et des comportements innés disponibles. Donc, vous le savez, les bébés naissent avec des comportements d'attachement innés qui vont être émis dans la relation parent-bébé très tôt, tout de suite, et le parent va façonner ces comportements innés. Le bébé va s'adapter en fonction de la réponse du parent au comportement, et cette réponse du parent, elle est conditionnée par sa culture, elle est conditionnée par l'histoire du parent, évidemment, elle est conditionnée par ses croyances, etc. Donc, ces patterns, ces stratégies de protection de soi-même que l'enfant développe et qui s'organisent sur la base de ses expériences, ce sont les 3 patterns identifiés par Mary Ainsworth. Donc, les patterns de type A, B et C, qui sont les 3 sous-catégories de stratégies de protection de soi. Alors, vous avez noté que je ne parle pas de patterns sécures, évitants, résistants ou désorganisés. Alors, évidemment, je vais en parler parce que c'est les concepts que la plupart des gens connaissent pour faire le lien avec ce modèle. Mais et éventuellement, on pourra revenir là-dessus dans un prochain épisode. Mais Crittenden n'utilise pas du tout cette terminologie. D'ailleurs, Ainsworth ne voulait plus l'utiliser non plus. Bowlby lui avait mise en garde, lui avait dit attention, dans sécure, évitant, résistant, il y a déjà un étiquetage, alors qu'on ne sait pas encore, au regard de la recherche de l'époque, on ne savait pas encore où mener ces stratégies, en quoi elles étaient pertinentes, pas pertinentes, qu'est-ce qu'elles prédisaient, entre guillemets. Et donc, Bowlby lui avait dit, en attendant d'avoir plus d'informations, ce serait bien plutôt de donner une typologie qui est assez neutre. Et c'est pour ça que Ainsworth avait choisi ABC. Et Crittenden a repris ABC, alors avec les types A étant des stratégies d'attachement dites évitantes, dans le modèle de Mary Main. Donc, on pourra, dans la formation, on voit tout ça, on voit ce qui spécifie chacun, comment sont différenciés les différents patterns. Mais ce qui se passe, c'est surtout évitant de quoi? C'est-à-dire que la personne qui est classifiée comme avec un attachement évitant, il évite quoi? Alors, dans le modèle de Crittenden, c'est vraiment de la distorsion du traitement de l'information avec des biais spécifiques alors pour les évitants type A, sur le traitement de l'information émotionnelle, et pour les résistants type C, c'est le traitement de l'information cognitive. Mais tout ça, c'est des détails que je ne vais pas expliciter aujourd'hui et que vous pourrez retrouver un petit peu dans le livre. Donc, on a les types A qui sont les vis évitants, les types B qui sont les balance secure, donc qui intègrent l'ensemble des informations dans le traitement de l'information sous stress, et les types C qui sont ce qu'on appelle les ambivalents résistants, et chez Patricia Crittenden, on appelle les coercitifs, en fait, qui essayent de reprendre le contrôle sur la relation. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les stratégies d'attachement sont des stratégies de protection de soi-même pour l'enfant, que les 3 patterns identifiés par Mary Ainsworth sont repris par Patricia Crittenden, mais par contre, on ne garde pas la typologie sécure, évitant, résistant ou désorganisé. Alors, pour Crittenden, l'attachement, c'est aussi le pattern neurologique de traitement de l'information qui sous-tend les stratégies d'attachement et donc les comportements qui en découlent. C'est en fait une organisation spécifique du cerveau, de la mémoire, du système nerveux, qui a été acquise au fil des expériences significatives en lien avec les autres, sous stress par l'enfant, en fait. Et ça, je pense que c'est cette dimension du traitement de l'information
qu'est-ce qui se passe dans l'organisation de comment la personne perçoit le monde, réagit corporellement, peut se réguler ou pas sous stress. Cette dimension, c'est peut-être celle qui est... c'est pas qu'elle n'est pas connue, mais c'est qu'elle n'est pas utilisée, je dirais. C'est-à-dire que c'est celle, en général, dans les discussions, dans les équipes, on va me dire, il est insécure, mais on va pas me dire insécure dans quel sens. Qu'est-ce que c'est qu'il prend pas en compte comme information quand il est sous stress? Comment il réagit à ce moment-là? Comment il se régule? Voilà. S'il est évitant, il est évitant de quoi? Il fait quoi? Comment il fait pour s'adapter? C'est quoi la fonction de son comportement, etc. Cette dimension-là du traitement de l'information, elle est peut-être pas suffisamment pensée dans nos pratiques cliniques, à mon sens, alors qu'elle est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale que c'est vraiment cette dimension-là qui va faire le lien avec toute la psychotraumatologie. Et du coup, là, on est vraiment, vraiment copains en attachement avec tous les courants EMDR, intégration des cycles de vie, etc. Donc, c'est juste pour permettre l'intégration des différents modèles, que je vous dis ça. Donc, si je résume, Patricia Crittenden définit l'attachement comme une relation unique, continue et signifiante avec une personne et une stratégie de protection de soi-même et un pattern neurologique de traitement de l'information, une organisation spécifique du cerveau et du système nerveux autonome. Donc, c'est tout ça l'attachement, d'accord? C'est tout ça, le pattern d'attachement. Alors je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Nous avons vu un petit peu dans cet épisode l'historique de l'émergence de ces deux modèles différents. On a fait un petit peu une présentation de ces deux grandes chercheuses que sont Mary Main et Patricia Crittenden. Et puis j'ai commencé à vous exposer les caractéristiques de ce modèle DMM. Et je vous propose de nous retrouver pour le prochain épisode où je vous expliquerai plus en détail certaines des différences du modèle de Crittenden par rapport au modèle dit ABCD de Mary Main. À bientôt.